Certes, il n'y a rien de plus excitant qu'une bataille spatiale pleine de lasers qui traverse l'obscurité du vide intersidéral et provoque de joyeuses flambées. Mais ce n'est pas exactement ce qui se passe quand quelque chose explose dans l'espace. Celui-ci est essentiellement vide, ce qui signifie qu'on n'y trouve pas d'oxygène comme sur Terre. Et l'oxygène est une composante indispensable de tout processus de combustion. Tu vas me dire que les étoiles brûlent et explosent en supernova, mais ce n'est pas tout à fait vrai non plus. Les étoiles ne consomment pas d'oxygène, elles ne brûlent donc pas, mais elles sont le théâtre de constantes réactions thermonucléaires. Un vaisseau spatial ne pourrait par conséquent exploser de cette manière que s'il transportait une centrale nucléaire. Sans ça, la seule chose que tu verrais serait un bref flash, se dissipant en un clin d'œil. L'oxygène liquide, qui se trouve souvent à bord des navettes spatiales, brûle extrêmement vite dans le vide de l'espace. Quant au boom, l'oxygène joue là ici aussi un rôle crucial. Le son ne voyage que grâce aux molécules d'air qui se heurtent entre elles. Comme il n'y a pas d'air dans l'espace, l'endroit est absolument silencieux. Et ce n'est pas forcément une mauvaise chose. Imagine comme le soleil serait assourdissant si le son pouvait voyager dans l'espace. Malgré ce que beaucoup de réalisateurs de science-fiction veulent nous faire croire, la Lune n'a pas de face sombre. Notre satellite a subi un verrouillage gravitationnel, ce qui signifie qu'il est toujours tourné vers nous d'un seul côté. Le Soleil est beaucoup plus éloigné de nous que la Lune, et nous tournons avec elle autour de lui, réchauffés et éclairés de toutes parts successivement. Cela veut dire qu'une fois de temps en temps, chaque face de la Lune se voit éclairée par le Soleil. Seulement, nous ne pouvons en apercevoir qu'une seule. Alors que les choses semblent en apesanteur dans l'espace, il y a en vérité de la gravité partout. Plus on s'éloigne d'un objet lourd, comme notre planète, plus elle s'affaiblit, mais elle est toujours présente. En fait, il n'y a pas un seul endroit dans l'univers qui ne soit affecté par la gravité de tel ou tel objet cosmique. Tout ce qui a de la masse possède de la gravité. Oui, même toi et moi. Mais les objets dans l'espace sont si massifs qu'ils tirent vers eux les choses plus petites. C'est pourquoi les planètes du système solaire tournent autour du Soleil et pourquoi notre galaxie, la Voie lactée, tourne autour de son propre centre. Les scientifiques pensent qu'il y a là un trou noir supermassif, environ 4 millions de fois plus lourd que le Soleil, qui empêche toutes les étoiles et tous les systèmes de s'écarter les uns des autres. Nos héros de cinéma quittent l'orbite de Mars, à bord de leur fidèle navette spatiale et se dirigent vers Jupiter. Ils ont des visages graves et résolus, car ils savent qu'une menace les attend. La ceinture d'astéroïdes. Ils manœuvrent du mieux qu'ils peuvent, esquivant de justesse les astéroïdes qui volent à grande vitesse vers eux, mais l'un d'entre eux les touche quand même. Bon, ce n'est qu'une égratignure, fort heureusement. En bout de compte, nos héros quittent cette dangereuse zone et épongent la sueur de leur front d'une main tremblante. Cela te semble familier ? Eh bien, ça ne pourrait pas être plus éloigné de la vérité. Les astéroïdes de la ceinture situés entre Mars et Jupiter sont si peu nombreux et si éloignés les uns des autres que si tu devais un jour passer par là, il est possible que tu n'en aperçoives pas un seul sur ton trajet. Il y a environ 1,5 million de roches spatiales de taille significative dans cette ceinture. À un demi-million près. Mais n'oublions pas que l'espace est vaste. Il y a toujours une distance de plusieurs millions de kilomètres entre deux astéroïdes importants. Du coup, une course-poursuite entre deux vaisseaux se faufilant entre des roches suspendues dans le vide ne serait pas aussi amusante qu'on veut nous le faire croire. On décrit souvent l'espace comme un endroit sombre, froid et désolé, surtout lorsqu'un astronaute de cinéma quitte la sécurité de sa navette. Et tout cela est correct, sauf pour le froid. Cela ne serait vrai que si tu te retrouvais dans un coin très éloigné de notre galaxie, sans étoiles à proximité. Mais si tu es, par exemple, en orbite autour de la Terre et directement face au Soleil, la température dans le vide cosmique se rapproche des 120 degrés. Voilà pourquoi les combinaisons spatiales sont blanches. Cette couleur reflète mieux la lumière que toutes les autres. Cependant, tu pourras littéralement avoir très froid dans le dos si celui-ci n'est pas exposé aux rayons du Soleil. La chaleur ne se propage pas de manière égale dans l'espace, et si tu n'es pas tourné vers une source de chaleur, tu auras froid, très froid. Et puisqu'on parle du Soleil, il apparaît toujours jaune dans les films, mais la couleur que nous voyons depuis la Terre est en réalité une illusion d'optique créée par l'atmosphère de notre planète. Tout comme pour le ciel bleu pendant la journée. La lumière du Soleil se répand dans l'atmosphère et se distord, ce qui donne des spectacles colorés à l'aube et au crépuscule. Dans le vide de l'espace, il n'y a rien qui puisse réfracter la lumière, de sorte que le Soleil apparaît tel qu'il est vraiment, blanc. Eh oui, cette boule de gaz incandescent est aussi chaude que ça. Il y a un éclair intense dans le ciel, suivi d'une traînée de fumée, et une roche spatiale brûlante vient s'écraser sur le sol, laissant un énorme cratère carbonisé après l'impact. Bien qu'il y ait eu du vrai dans cette traînée de fumée et ce cratère, les météorites ne peuvent pas atteindre de si hautes températures pendant leur chute. Une météorite est un astéroïde qui, pour une raison ou pour une autre, est entré dans l'atmosphère terrestre et a suffisamment résisté à sa friction pour toucher la surface.
Cela arrive assez souvent, mais nous apercevons rarement ces roches car elles sont en général très petites et tombent dans des zones inhabitées. Mais même si un de ces bolides tombait sur une ville, son cratère aurait pour cause sa vitesse et non sa chaleur. Elles deviennent très chaudes à cause de la friction, mais pas au point de tout brûler au sol lors de l'impact. Bien que nous adorerions croire qu'une communication instantanée entre les navettes spatiales et les planètes soit possible, ce n'est pas le cas. Du moins pas encore. Les systèmes de communication modernes reposent sur les signaux radio et ceux-ci sont assez lents en regard des vastes étendues de l'espace. Il faudrait des années pour qu'un tel signal parcourt ne serait-ce qu'une année-lumière. Alors imagine ce qu'il en serait pour des centaines et des milliers. Si tu voulais envoyer un message vers une galaxie très lointaine, il te faudrait attendre quelques millénaires avant qu'il n'arrive, puis quelques autres milliers d'années avant de recevoir une réponse. Et l'espace n'est pas aussi encombré et rempli d'événements qu'on le présente au cinéma. C'est un endroit plutôt désert, où les planètes, les étoiles et les autres objets sont séparés par des milliards de kilomètres de néant. Même si tu avais un vaisseau spatial pouvant voyager à la vitesse de la lumière, la plupart du temps, tu ne verrais qu'un vide noir constellé d'étoiles et de planètes très lointaines. Les distances sont immenses, même entre les objets les plus proches les uns des autres. Pour mieux comprendre, la Lune, que tu peux si bien voir par une nuit claire, se trouve à environ 384 400 km de nous. Cela représente presque 10 fois la circonférence de la Terre. Les moteurs à distorsion peuvent déformer l'espace-temps et te faire atteindre un coin éloigné d'une autre galaxie en un clin d'œil. C'est un des éléments de base de la fiction spatiale. On voit toujours les vaisseaux spatiaux, capables d'une telle prouesse, accélérer instantanément de 0 à plus vite que la lumière. Selon les lois de la physique, les passagers devraient au moins se sentir écrasés dans leur siège. Plus précisément, personne ne pourrait survivre à une telle accélération parce que la gravité serait immense pour le corps humain. Tant que nous n'aurons pas trouvé un moyen de réduire ces effets délétères, il est inutile de songer aux moteurs à distorsion. L'eau n'est pas la ressource la plus rare et la plus précieuse de l'univers. En fait, il y a un énorme nuage à plusieurs millions d'années-lumière de nous et il est entièrement constitué d'eau. Ces réserves seraient suffisantes pour remplir nos océans 140 billions de fois. Et de nombreuses planètes, certaines même dans notre système solaire, semblent renfermer de l'eau liquide. La ressource la plus précieuse dans l'espace est la vie. Et un grand nombre d'éléments sont nécessaires à son apparition, pas seulement l'eau liquide. On voit souvent les astronautes s'entraîner sur l'ISS et les vaisseaux spatiaux de science-fiction. Et c'est vrai, ils ont besoin d'activité physique. Mais ce n'est pas parce qu'ils doivent être très forts pour travailler dans l'espace. La gravité y est beaucoup plus faible et les astronautes n'utilisent pas autant leurs muscles que sur Terre. Alors quand ils redescendent, la gravité les rattrape implacablement et ils se sentent extrêmement faibles. C'est pour atténuer ces effets qu'ils s'entraînent tous les jours. On dit souvent qu'il est possible de voir des millions d'étoiles par une belle nuit claire, mais c'est loin d'être vrai. On peut en compter environ 3000. Les autres points brillants que tu vois sont des objets lumineux que l'on confond avec des étoiles, des planètes, des galaxies lointaines et même des satellites artificiels. Ces objets sont tout simplement illuminés par de vraies étoiles ou par la Lune et deviennent visibles. Mais parce qu'ils sont si loin de nous, on n'arrive pas à savoir s'il s'agit ou non d'étoiles. Mais c'est quand même plutôt cool, il faut bien l'admettre. Est-il possible pour une planète d'avoir non pas un, non pas deux, mais plusieurs soleils ? Imaginons ce qui arriverait si le Soleil décidait soudainement de se diviser en une multitude de petites étoiles. Tandis qu'ils cherchaient des planètes semblables à la Terre dans tout l'univers, les scientifiques ont découvert que les systèmes à 2 ou même 3 étoiles ne sont pas si rares que ça. Beaucoup de ces systèmes ont même des planètes dans leur zone habitable, et près de la moitié de ces planètes pourraient abriter la vie. Comme j'ai hâte de leur demander à quoi ressemble leur coucher de soleil. Les scientifiques suggèrent même que notre Soleil n'a pas toujours été solitaire. Il est possible qu'il ait été accompagné d'une autre étoile, appelée Némésis. Ils ont remarqué que les extinctions massives sur Terre se produisaient tous les 27 millions d'années, comme si c'était cyclique. Ils se sont donc tournés vers les étoiles pour essayer de comprendre ce qui pourrait en être la raison. Et ils ont émis l'hypothèse qu'une seconde étoile avait quitté notre Soleil il y a bien longtemps, mais qu'elle nous affecte toujours. Némésis pourrait être située à environ 1,5 années-lumière de nous. Cela peut sembler peu, mais cela représente en fait près de 9000 milliards de kilomètres. Le voyage en voiture va être amusant, et durer 50 millions d'années. Quoi qu'il en soit, chaque fois que Némésis passe dans son orbite, elle peut avoir un effet sur le nuage de Oort. Le nuage de Oort est une zone située autour de notre système solaire et dans laquelle se forment les comètes. Son existence n'a pas encore été prouvée, mais les scientifiques en sont plutôt certains. Les comètes se forment donc à l'intérieur de ce nuage et se dirigent ensuite vers notre système solaire. Même si elle est très éloignée,
la deuxième étoile de notre système pourrait avoir une grande influence sur lui. Mais qu'en est-il des systèmes à 4 étoiles ou même plus? Est-ce même possible? Eh bien en fait, oui. Mais plus tu ajoutes de corps célestes au système, plus cela devient difficile. Les orbites deviennent instables. C'est on ne peut plus chaotique. En mécanique stellaire, cela s'appelle le problème à 3 corps. Cela signifie qu'il est très difficile de prédire les orbites des corps dans de tels systèmes. Dans la plupart des cas, elles s'avèrent aussi singulières qu'aléatoires. Isaac Newton est le premier à l'avoir remarqué. Il a essayé d'appliquer ses découvertes sur la gravitation à la Terre, à la Lune et au Soleil. Et il s'est retrouvé confronté à un sacré casse-tête. Il n'était pas facile de comprendre comment 3 objets stellaires orbitent de façon si stable les uns autour des autres. Et il ne s'agissait encore que d'une planète et d'un satellite. Et si on ajoutait plusieurs étoiles? Je ne voudrais pas être à la place de ceux qui devront calculer tout ça. Ah oui, c'est vrai, je ne suis pas scientifique. Quoi qu'il en soit, nous savons que les systèmes à 3 étoiles sont extrêmement chaotiques. Mais qu'en est-il des systèmes avec encore plus d'étoiles? Ils sont très très rares. En 2021, la NASA a découvert un système stellaire composé de pas moins de 6 étoiles. C'est tout simplement fou. Bien sûr, il n'y a pas de planète dans ce système, mais qui sait, nous trouverons peut-être un jour un système de ce genre, mais avec des planètes en plus. Dans de tels mondes, la chorégraphie gravitationnelle est très complexe. Il faut des conditions très spécifiques pour que tout tienne bien ensemble. C'est un peu comme marcher sur une corde raide au-dessus d'un abîme. Avec tout cela en tête, essayons d'imaginer ce qui se passerait si le Soleil se transformait soudainement en plusieurs petites étoiles. Oh là là, il va nous falloir une simulation très détaillée. Non, nous allons probablement avoir besoin d'une douzaine de simulations pour que cette chose fonctionne, parce que sinon, nous n'aurons que quelques options. Première option, nous divisons le Soleil en 5 ou 10 petits soleils. Nous dispersons ces derniers non loin les uns des autres. Ils détruiront notre système en quelques heures. Et oui. Tous les systèmes stellaires, y compris le nôtre, sont en mouvement constant dans l'univers. Donc, ils s'écraseront les uns contre les autres presque immédiatement. Cette collision entraînera la création d'une supernova. Notre système se transformera en une magnifique nébuleuse colorée. Pour nous, cela se produira en quelques minutes seulement. Nous n'aurons même pas le temps de sentir quoi que ce soit. Et toutes les planètes de l'ancien système solaire se transformeront immédiatement en une poussière spatiale étincelante. Mais ce n'est peut-être pas la meilleure option pour nous, n'est-ce pas? Voyons si cela peut se passer autrement. Deuxième option. Puisqu'ils ne peuvent pas être placés si près les uns des autres, essayons de les placer aussi loin que possible. Et dans ce cas, ils vont simplement s'en aller. Adieu! Leur force gravitationnelle est trop faible pour que tout se maintienne. Nos petits soleils quitteront simplement le système solaire, voyageant dans l'espace dans diverses directions. Ensuite, les planètes abandonnées n'auront plus d'orbite. Et ça inclut la Terre, bien sûr. Nous deviendrons ce qu'on appelle une planète vagabonde. Au début, nous ne nous rendrons même pas compte que la planète a quitté son orbite. Nous n'aurons donc pas le temps de faire quoi que ce soit, et un froid terrible s'installera. Quelle fin triste et poétique. Bon, aucun de ces dénouements n'est très folichon. Oh d'accord, il nous reste une dernière option. Notre principal problème est de faire en sorte que chacune de ces petites étoiles ait une masse égale. Mais jette un coup d'œil à tous ces systèmes multi-étoiles que nous avons déjà découverts. Tu verras qu'aucun d'entre eux ne ressemble à un groupe harmonieux de boules lumineuses. Au lieu de cela, on y trouve quelques grandes étoiles, et le reste, les petites, sont en orbite autour d'elles. Alors, que penserais-tu de 2 grandes étoiles avec 2 plus petites? À quoi ressemblera la Terre alors? Eh bien, son orbite deviendra terriblement instable. Nous nous agiterons d'avant en arrière, et ce n'est pas vraiment recommandé, pour être tout à fait franc. Nous savons à quoi cela peut mener, car, et c'est tout simplement fou, cela nous est déjà arrivé une fois. Oui, il y a environ 70 000 ans. Une étoile solitaire a visité notre système solaire. C'était une naine rouge appelée Scholz. Une naine rouge est une étoile très petite et très froide. Si tu considères que 7760 degrés est froid, bien sûr. Mais on estime qu'il s'agit du type d'étoile le plus faible et le plus froid. Elle ne devait donc probablement pas avoir l'air ni si grande ni si brillante dans notre ciel. À cette époque, nos ancêtres Homo sapiens vivaient déjà leur vie. Est-ce que tu t'imagines leur surprise? Ils ont vu une autre étoile débouler dans le ciel vers le soleil. Je me demande bien à quoi cela pouvait ressembler. Et puis, Scholz a contourné le soleil et a continué son voyage dans l'espace. Tu ne t'attendais pas à ce que je fasse le récit d'une catastrophe, n'est-ce pas?
Si cela s'était produit, tu ne serais pas devant ton écran à regarder cette vidéo. Mais grâce à cette histoire, nous pouvons nous faire une idée de ce qui arrive à la Terre lors de tels événements stellaires. À cette époque, une énorme activité volcanique s'est déclarée sur notre planète. Nous avons aussi eu droit à des pluies de météorites qui nous ont presque anéantis. Nos ancêtres ont vraiment eu la vie dure. Quelque chose de similaire se produira sur notre planète hypothétique avec 4 soleils, mais à une échelle bien plus grande. Une activité volcanique constante, des tremblements de terre et des tsunamis. Brrr. De plus, la durée d'un jour changera, ainsi que la durée des saisons et de l'année dans son ensemble. Elles ne seront plus stables, à cause des changements fréquents de la gravitation. En d'autres termes, tu ne sauras jamais à quoi t'attendre. Un hiver d'1 an, un été brûlant. Et lorsque nous nous trouverons à mi-chemin entre 2 étoiles, il n'y aura même plus de nuit. Elles illumineront les 2 parties de notre planète et il nous faudra dormir en plein soleil. Et si tu penses que tout ça est bien mauvais, garde à l'esprit que nous serons aussi assaillis par beaucoup plus de rayons ultraviolets et de vents solaires à cause de nos 4 soleils. Leur couleur changera également. Ils se transformeront en naines rouges et prendront une teinte orange écarlate dans notre ciel. Nous aurons aussi beaucoup plus d'éclipses. Sauf qu'au lieu de la Lune, c'est le Soleil qui sera éclipsé par un autre Soleil. Mais il deviendra probablement juste un peu plus sombre. Pour être honnête, il est peu probable que quelque chose survive sur Terre après tout cela. Je veux dire, c'est possible, mais effectue une centaine de simulations toi-même si tu veux en être sûr. Toutefois, nous pourrions, en théorie, survivre dans un système binaire plus simple. Par exemple, dans un système composé de 2 étoiles proches l'une de l'autre. Il faudrait qu'elles soient toutes 2 fois plus petites que notre Soleil actuel. Ce serait le scénario parfait. Et il est fort possible que ça arrive dans un avenir lointain. La NASA travaille actuellement sur un projet visant à relocaliser nos descendants sur Proxima Centauri B. Il s'agit d'une planète située dans le système stellaire le plus proche de notre Soleil, Alpha du Centaure. Et, qui sait, peut-être qu'un jour, dans le futur, nous déménagerons vraiment là-bas. Nous verrons alors ce que c'est que de vivre avec plusieurs soleils. Vénus a des températures exceptionnellement élevées, assez chaudes pour faire fondre le plomb. C'est la planète la plus chaude de notre système solaire, avec une atmosphère à haute pression et des vents super puissants. Les vents y sont 50 fois plus rapides que la rotation de la planète. Ils se renforcent avec le temps et les scientifiques ne savent pas pourquoi. Mais ils ont trouvé quelque chose d'intéressant dans les nuages de la planète. Un signe potentiel de matière biologique en décomposition. Pourrait-il y avoir de la vie alors? Pas tout à fait. Car Vénus a une atmosphère sèche et venteuse et n'a pas assez d'eau pour que la vie s'y épanouisse. Les anneaux autour des planètes sont plus courants qu'on ne le pensait. Les anneaux de Saturne sont les plus célèbres et les plus spectaculaires. Ils sont particulièrement constitués de glaces d'eau réfléchissantes et étincelantes et on ne peut rien voir de tel dans le reste de notre système solaire. Jupiter, Uranus et Neptune ont aussi des systèmes d'anneaux. Et ceux-ci sont très probablement composés de poussière et de particules rocheuses. Les astronomes ont découvert que des anneaux entouraient aussi un astéroïde. Et en parlant d'anneaux, pourquoi penses-tu que la Terre n'en a pas? Les 4 géantes gazeuses ont des anneaux, alors que les 4 planètes telluriques n'en ont pas. 2 théories expliquent comment les anneaux se forment. Ils pourraient être des restes de l'époque où les planètes se formaient, ou bien ils pourraient être les débris d'un impact qui a détruit une lune inconnue, ou encore, c'est la gravité qui s'est chargée d'arracher cette lune à sa planète mère. On ne sait pas vraiment pourquoi seules les planètes gazeuses ont des anneaux. Ces dernières se sont formées dans la zone extérieure de notre système solaire, alors que les planètes telluriques uniquement dans ses cercles intérieurs. Cela pourrait être un bon indice. Peut-être que ces planètes telluriques intérieures étaient simplement mieux protégées des impacts forts qui auraient pu former des anneaux. De plus, il y a plus de lunes dans le système solaire externe, et il y a aussi plus d'anneaux. Un autre facteur pourrait être le volume plus important des planètes gazeuses qui permettrait à un système d'anneaux d'y rester stable. Certaines théories affirment même que la Terre avait autrefois un système d'anneaux. Il y a très longtemps, notre planète est entrée en collision avec un objet de la taille de Mars, ce qui a très probablement donné naissance à un anneau dense de particules et de débris. Mais notre histoire est un peu différente de celle des planètes extérieures, et ces anneaux se sont probablement combinés pour former la Lune. Connaît-on la forme de l'univers? Einstein a mis au point la théorie de la relativité générale. Elle stipulait que l'univers pouvait avoir l'une de ces 3 formes, fermé comme une sphère, ouvert comme une selle ou plat comme une feuille de papier.
Sa forme détermine s'il est infini ou non, et s'il va s'étendre pour toujours ou peut-être s'effondrer à un moment donné. La forme de l'univers dépend de sa densité et de son taux d'expansion. L'une des meilleures façons de déterminer sa forme est d'utiliser ce que l'on appelle le fond diffus cosmologique. C'est la rémanence, autrement dit ce qu'il reste du Big Bang. Les ondes sonores qui se déplaçaient dans l'univers à ses débuts ont produit des variations spatiales assez faibles dans la température de sa faible lumière. Les résultats des études ont montré que l'univers se dilatait probablement dans toutes les directions, ce qui signifie qu'il est plat. Comment se fait-il que notre Soleil soit chaud alors que la Lune est froide ? Le Soleil dégage de la chaleur car son noyau est extrêmement chaud. À l'intérieur, la pression est très élevée et l'hydrogène se transforme en hélium. C'est ainsi que le Soleil crée de la lumière et de la chaleur. La lumière et la chaleur solaire sont suffisantes pour éclairer nos journées sur Terre et pour entretenir la vie, même si le Soleil est à environ 150 millions de kilomètres de nous. La Lune n'est pas chaude car elle n'a pas d'atmosphère et ne peut donc pas absorber la lumière du Soleil comme le fait notre planète. Sa surface devient très chaude pendant la journée, environ 100 degrés Celsius, mais comme il n'y a pas d'atmosphère, la température baisse drastiquement pendant la nuit jusqu'à moins 173 degrés Celsius. Le Soleil est chaud, cela ne fait aucun doute, mais l'espace qui l'entoure est très froid. La chaleur est l'énergie que les objets stockent en eux. La température est la façon dont nous mesurons si quelque chose est chaud ou froid. Lorsque de la chaleur est transférée à certains objets, leur température augmente. Si on l'enlève, la température baisse. La chaleur peut être transférée de 3 façons différentes, par convection, par conduction et par rayonnement. La convection fonctionne dans les gaz et les liquides, tandis que la conduction concerne les solides. La température n'affecte que la matière. Or, l'espace n'a pas assez de particules, c'est presque un vide complet, ce qui signifie que le transfert de chaleur n'y est pas efficace. La seule façon de le faire est par rayonnement. Lorsque la chaleur provenant du Soleil tombe sur un objet sous forme de rayonnement, les atomes qui composent cet objet absorbent de l'énergie. Cette énergie déplace les atomes et leur fait produire de la chaleur tout au long de ce processus. Dans l'espace, la température des objets reste la même pendant longtemps. Les objets froids restent froids et les objets chauds restent chauds. Si tu places un objet en dehors de l'atmosphère terrestre et que tu l'exposes à la lumière directe du Soleil, le Soleil le chauffera à environ 120 degrés Celsius. Les objets dans l'espace qui entourent notre planète et ne reçoivent pas directement la lumière du Soleil ont une température de 10 degrés Celsius. La température est telle parce que des molécules s'échappent de notre atmosphère et sont réchauffées par le Soleil. On a longtemps pensé que l'eau était très rare dans l'espace. Aujourd'hui, on sait qu'il y a de la glace d'eau dans tout notre système solaire. Pour commencer, tu peux généralement trouver de l'eau sur les astéroïdes et les comètes. Il y en a aussi dans les cratères de Mercure et de la Lune, qui sont dans l'ombre en permanence. Sur Mars, tu pourrais trouver de la glace à ses pôles, sous la poussière de surface et dans le givre. Ce n'est peut-être pas suffisant pour faire vivre des colonies humaines, mais c'est quand même un début. Certains autres corps de notre système solaire contiennent aussi de la glace, comme la planète naine Cérès et l'une des lunes de Saturne. Europe, l'une des lunes de Jupiter, est l'une des candidates les plus sérieuses dont nous suspectons qu'elle pourrait potentiellement abriter de la vie. Elle possède probablement un océan entier sous sa surface, gelé et craquelé. Elle pourrait contenir 2 fois plus d'eau que tous les océans de notre planète réunis. Titan, la plus grande des lunes de Saturne, a aussi un cycle liquide, mais ce n'est pas de l'eau. Son cycle déplace des matériaux entre la surface et l'atmosphère. À première vue, cela ressemble au cycle de l'eau que nous avons sur Terre. Mais les immenses lacs de Titan sont remplis d'éthane et de méthane. Il y a toutefois des chances qu'ils se trouvent au-dessus d'une couche d'eau. Neptune est environ 30 fois plus éloignée du Soleil que nous. Bien sûr, elle reçoit beaucoup moins de lumière et de chaleur que la Terre. Mais elle émet aussi beaucoup plus de chaleur qu'elle n'en reçoit. Il se passe plus de choses dans son atmosphère, surtout si tu la compares à sa voisine Uranus. Uranus est plus proche du Soleil, mais elle émet pourtant la même quantité de chaleur que Neptune. Les vents sur Neptune sont d'une puissance folle. Ils soufflent à 2400 km/h. Personne ne sait encore pourquoi. Cela pourrait être une contraction gravitationnelle, de l'énergie provenant de son noyau ou encore du Soleil. Peux-tu imaginer de la glace chaude ? Il en existe à seulement 33 années-lumière de nous sur une exoplanète. Cette planète est composée de différents éléments aqueux qui forment de la glace brûlante.
La glace qui s'y trouve est solide à cause de la pression, mais les températures de surface sont extrêmes et vont jusqu'à 300 degrés Celsius. C'est ainsi que l'eau reste très chaude et se dégage sous forme de vapeur. Imagine mettre de la glace dans ton café pour le réchauffer. Quand tu regardes les étoiles, c'est presque comme si tu regardais dans le passé. Les étoiles sont très éloignées et leur lumière met beaucoup de temps à atteindre notre planète. Il est donc possible que certaines d'entre elles soient déjà à court de carburant et ne soient plus vivantes. Les piliers de la création en sont un bon exemple. Ils font partie d'une région située à 7000 années-lumière de nous, appelée la nébuleuse de l'Aigle. Ce sont des nuages de gaz et de poussière en forme de piliers. Les scientifiques les ont découverts pour la première fois en 1995. Mais en réalité, une explosion de supernova a détruit ces piliers il y a au moins 6000 ans. L'image de 1995 montre donc ces piliers d'il y a 7000 ans. Mars possède le plus grand volcan du système solaire que nous connaissions à ce jour. Il est plus grand que tout l'archipel d'Hawaï et 100 fois plus grand que le plus grand volcan de la Terre. La planète rouge semble calme, mais il fut un temps où de grands volcans dominaient sa surface. Si les volcans de la planète rouge peuvent devenir si grands, c'est probablement parce que la gravité y est beaucoup plus faible que sur Terre. De plus, la croûte de notre planète bouge tout le temps, alors que la croûte martienne reste probablement immobile.